La deuxième, ouais, celle-là. Celle-là. 2010. Une curieuse barque de pêche de style indien fait sensation en reliant le Bangladesh à la France. Construite en polyester et en fibres végétales de jute, Taratari a parcouru 9000 milles en 6 mois. À sa barre, Corentin de Châtel-Perron, jeune ingénieur de 27 ans, a pu ainsi valider l'utilisation de ce nouveau biocomposite en construction navale. Utilisé dans l'industrie textile, notamment pour fabriquer des sacs, le jute pousse en abondance dans le delta du Gange. C'est l'or du Bangladesh dont 40 millions de personnes dépendent. Mais ce Gold of Bengal en anglais est de plus en plus concurrencé par les fibres synthétiques et sa production décline. Une catastrophe pour ce pays qui est l'un des plus pauvres au monde. Pour ne rien arranger, la flotte, très nombreuse, est régulièrement détruite par les cyclones dans un pays menacé par la montée des eaux due au réchauffement climatique. Amoureux du Bangladesh où il travaille depuis 2009 sur un chantier naval, Corentin a l'idée de trouver de nouveaux débouchés au jute. Remplacer la fibre de verre par un biocomposite à base de cette fibre résistante et bon marché permettrait de revaloriser une filière vitale pour le pays, tout en proposant une alternative écologique à un produit polluant. Grâce au succès médiatique de Taratari, Corentin s'est fait un nom. Il lui reste à construire un bateau qui, à la différence de Taratari, sera cette fois 100% jute. Ce sera un sampan traditionnel bangladais de 6,60 m, Gold of Bengal. Aidé par différents partenaires, dont l'architecte naval Mark van Petegem, Corentin collecte des fonds et rassemble en 2011 une équipe de 6 personnes. Spécialistes de la fabrication textile, de la construction navale ou de la communication, tous ont en commun jeunesse, compétences et goût du développement durable. Le nouveau composite à base de jute est développé dans un laboratoire spécialement créé à cet effet. Des machines de tissage locales sont adaptées à la fabrication du nouveau tissu. La construction du bateau commence en septembre 2012 au chantier Taratari de Chittagong. Après application du gel coat, la coque est construite en infusant sous vide le tissu de jute nouvellement développé par de la résine polyester. Ce dernier matériau n'est pas écologique, mais c'est le seul disponible à bon marché au Bangladesh. Après le moment émouvant du démoulage, le puits de dérive, puis les cloisons intérieures sont mises en place. Le pont est lui aussi réalisé en toile de jute. Restent les appendices et le gréement. La voile a été taillée dans un ancien spi du parrain du bateau qui n'est autre que Roland Jourdain. Le gréement a été conçu en bambou par Mark van Petegem. En février 2013, après 2 ans de recherche et 4 mois de construction, le premier voilier entièrement construit en fibre de jute touche l'eau du golfe du Bengale. C'est parti pour les premiers bords. Le gréement, dit en pince de crabe, est fait d'un mât bipode et d'une voile latine. Contrairement à l'usage local de naviguer uniquement au portant, Gold of Bengal pourra remonter le vent. Une mise au point délicate commence car un tel système n'a rien à voir avec le Marconi connu de l'équipe. Mais le bateau se comporte correctement. Reste à voir ce qui pourra se passer au large. C'est l'étape suivante pour Corentin qui partira naviguer loin du Bangladesh durant l'été 2013. Son but n'est pas aujourd'hui la construction en série, il s'agit plutôt de valider définitivement l'utilisation de la nouvelle toile de jute sur une surface de grande taille avec les contraintes importantes de la navigation au large. L'équipe n'entend d'ailleurs pas se limiter à la construction navale.
Des protos de meubles ont été réalisés par un jeune designer français. Et les surfeurs bangladais de Cox's Bazar pourront peut-être bientôt surfer sur des planches en fibre de jute made in Bangladesh. Cohérent, ambitieux et bien mené, le projet Gold of Bengal ouvre la voie d'une renaissance du jute au Bangladesh. Reste à trouver un remplaçant écologique à la résine polyester et à valider le comportement du nouveau matériau à l'usage. Puis surtout à convaincre les fabricants de matières plastiques de son intérêt par rapport à la fibre de verre. Un pari difficile mais dont l'enjeu en vaut la peine. Résoudre des problèmes économiques grâce à l'écologie dans le tiers-monde. Voilà, donc une présentation du projet Gold of Bengal sur lequel on travaille depuis 3 ans. C'est un projet qui avance bien. Le bateau que vous voyez, donc après avoir été mis à l'eau, a été testé dans de rudes conditions. Alors c'est pas celui-là, c'est celui qu'on voyait dans les vidéos, le petit bateau. A été largement testé par Corentin, il va vous en parler. Sinon, on a actuellement donc une partie de l'équipe qui travaille au Bangladesh sur la production du tissu technique qu'on utilise pour faire le composite. On est en train de sortir les premières centaines de mètres carrés de tissu et le but c'est vraiment de former les gens de cette usine partenaire locale à la production du tissu pour que derrière ils puissent le vendre à un certain nombre de clients. On a des gens qui sont intéressés pour des bateaux, du mobilier mais aussi de la carrosserie de voitures. Donc voilà, c'est un projet qui marche très bien et du coup on n'est pas venu vous parler de ça, on est venu vous parler de notre prochain projet qu'on va lancer qui implique aussi la construction d'un bateau. Celui-là, donc là c'est une image de synthèse, il n'est pas encore construit, qui sera bien sûr en agrocomposite aussi, de jute, mais qui sera le support d'un nouveau thème de recherche passionnant, les low technologies. Donc on va vous expliquer ce que c'est. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif avec ce projet, c'est donc de faire de la recherche et d'innover dans les low tech, et aussi de faire la promotion de ces solutions et d'encourager leur diffusion. Donc Corentin va commencer par vous expliquer ce que c'est que les low tech. Ouais. Alors, le bateau qu'on a construit au Bangladesh il y a 1 an, on l'a mis à l'eau. Et je suis parti pour une aventure de 6 mois à travers les îles désertes du golfe du Bengale pour voir si on peut vivre en autonomie avec des systèmes simples qu'on appelle des low-tech. Alors, les low-tech. Déjà, définition des low-tech, c'est des systèmes qui répondent à 3 trucs. C'est des systèmes qui sont fabricables partout dans le monde, dans n'importe quel workshop, par n'importe quel bricoleur, qui utilisent des ressources naturelles ou du recyclage, des ressources locales, quoi, et qui répondent à un besoin de base, c'est-à-dire l'accès à l'eau, à l'énergie, à l'alimentation ou aux matériaux de construction. Là, par exemple, c'est un gars qui a inventé un vélo où sur la roue à l'arrière, il a mis une autre petite roue qui entraîne une courroie, qui entraîne une meuleuse pour aiguiser des couteaux. Il en a fait son business. Donc je suis parti 6 mois du Bangladesh, je me suis arrêté dans des îles désertes en Birmanie, dans les îles Andaman, Nicobar et jusqu'au large de Sumatra en Indonésie. Et puis je suis reparti en Malaisie. L'idée c'était de faire un peu comme Kevin Costner dans Waterworld par exemple. Ou comme si MacGyver était sur un bateau. Voir si avec des systèmes simples comme ça on peut être autonome. Donc j'avais embarqué un réchaud à économie de bois qu'on appelle aussi un rocket stove. C'est un système hyper facile à faire mais qui est hyper économe en bois. Un désalinisateur manuel, ça veut dire que c'est une pompe, on pompe de l'eau de mer et ça fait de l'eau douce. En pompant 1 heure, on fait 4 litres d'eau douce. Une serre pour faire pousser des patates. Et 2 poules pour avoir des œufs. Et en fait, l'idée c'était que ça devienne un espèce d'écosystème, c'est-à-dire que je puisse collecter les œufs des poules, les patates de la serre, les poissons de la mer, tout cuire dans le rocket stove grâce à du bois collecté sur les plages des îles désertes, et puis manger ça, donner les restes aux poules et donner les fientes de poules à la serre pour faire pousser les patates. Et pomper de l'eau pour les plantes, pour moi et pour les poules.
Et en fait, ça n'a pas du tout marché comme prévu. Donc je vais vous expliquer ça. Mais d'abord, je vous montre une petite vidéo de 3 minutes qui va vous montrer un peu comment ça s'est passé. C'est celle-là ? Ah, c'est celle-là. Alors, revenons sur le bateau. Alors, au début, le problème qu'il y a eu, c'est que les poules ne voulaient pas pondre, puisqu'en fait, elles étaient suspendues au-dessus de l'eau, et c'est pas classique pour une poule, et ça les a un peu bloquées. Ensuite, les patates ont toutes cramé, d'une sorte d'insolation de patates. Ensuite, j'arrivais pas à pêcher. Le roquette sauve, il faisait plein de fumée. Et en plus, j'ai embarqué du bois des îles qui était plein de termites qui ont bouffé tout le mât. Et donc, bah voilà, ça faisait un peu loose. Le pic de la loose, c'était au bout d'un mois et demi, où vraiment, il n'y a rien qui marchait. Et petit à petit, j'ai commencé à... Parce que c'est des trucs quand même qui demandent des compétences, un peu tout ça. J'ai commencé à apprendre petit à petit, à réussir de plus en plus. Et je me suis arrêté 2 mois et demi sur une des îles désertes en Indonésie. Et il y a des amis qui m'ont rejoint pendant 1 mois et demi. On a fait plein d'expériences sur les low-tech. Et petit à petit, on a commencé à maîtriser le rocket stove, la culture des plantes dans un milieu comme ça, etc. Et au bout de 5 mois, ça commençait vraiment à ressembler à un vrai écosystème. Ça, c'est toutes les flèches d'interaction entre les trucs. Et pour donner juste un exemple, et ben, au bout de 5 mois, dans la serre,
les plantes, elles poussaient en hydroponie, c'est-à-dire que, par exemple, des plants de haricots, ils poussaient les racines dans l'eau, les racines accrochées à des fibres de coco. Et dans l'eau, je mélangeais un engrais qu'on avait inventé à base de fientes de poule, d'urine, d'algues, de rouille, de cendres et de plein d'autres trucs qui puaient vraiment, mais qui apportaient tout ce qu'il fallait pour la plante. Mais n'empêche qu'au bout des 6 mois, j'étais toujours pas complètement autonome. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous ces systèmes qui ont beau être hyper simples, ils demandent de rassembler énormément de compétences différentes. Par exemple, sur juste la question de la serre, il aurait fallu qu'il y ait un nutritionniste qui participe, un agronome, un thermicien et ma grand-mère, par exemple, parce que les plants de courge, ils ont envahi toute la serre et ils faisaient plein de feuilles dans tous les sens, mais ils n'ont pas donné une seule courge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut tailler le plant de courge. Je ne savais pas les tailler, mais si ma grand-mère avait été là rien qu'un quart d'heure sur tout le voyage, elle m'aurait dit, ben voilà, quand la courge elle a 5 feuilles, tu coupes au-dessus de la deuxième et hop, les courges vont pousser. Bref, c'est pour ça que j'ai pas réussi à être complètement autonome à la fin. C'est qu'il manque, il y a besoin d'une synergie d'énormément de compétences différentes pour ça. Alors quand je suis rentré après les 6 mois, on a pas mal cogité avec l'équipe. Et on est persuadé que les low-tech, il y a quelque chose à faire dessus parce que c'est un vrai moteur de progrès local et durable. Pourquoi ? Parce que c'est des systèmes qui concernent des millions de personnes autour du monde, parce que ça répond à des besoins de base et ça y répond de manière intelligente. C'est-à-dire que ça développe de la microéconomie. Comme c'est fait avec des ressources, des moyens locaux, et c'est des artisans, c'est des workshops qui développent ces systèmes-là. C'est des systèmes qui utilisent des ressources locales, naturelles ou recyclables, donc qui sont bien d'un point de vue écolo, et qui participent au progrès local, que ce soit en ville ou que ce soit en campagne, dans le désert, n'importe où. Ça, par exemple, c'est un gars en Amérique du Sud qui a inventé un système où là, il est en train de verser de l'huile de friture usagée dans un espèce de rocket stove aussi. Et en fait, ça chauffe très fort et il arrive à fondre des canettes de coca pour en faire des nouveaux objets. C'était pour mettre un peu de suspense. Mais par contre, donc les low-tech c'est génial, mais par contre il y a 2 problèmes. Le premier, c'est qu'il n'y a pas assez de recherche sur les low-tech. La plupart des chercheurs dans le monde, ils sont concentrés sur les high-tech, c'est-à-dire la création de nouveaux objets qui répondent à des nouveaux besoins. Et il n'y a pas de recherche qui se font sur les low-tech, ou très peu. Ce qui est logique, c'est parce que un workshop, il n'a pas son centre R&D derrière. Ça, c'est une photo qui vient du projet Windows Farm. C'est des gens qui essayent de développer la culture pour les fenêtres. Donc c'est en hydroponie. Donc premier problème, pas assez de recherche sur les low-tech. Et deuxième problème, c'est pas assez diffusé. C'est-à-dire que quand il y a une low-tech qui est inventée par un bricoleur dans un workshop quelque part dans le monde, et comme c'est encore une fois une réponse très locale, il y a très peu de diffusion et il n'y a pas de communication entre les MacGyver du monde. Et donc pour répondre à ces 2 problèmes, pour essayer de développer les low-tech et essayer d'amorcer de la recherche sur les low-tech et surtout de la diffusion, on a lancé le projet Nomades des mers que Hélène va vous expliquer. Je ne sais pas si déjà vous avez des remarques, n'hésitez pas au fur et à mesure du truc. Ok, alors je vais vous présenter donc plus en détail le projet, comment on compte s'y prendre pour faire tout ça. Façon Gold of Bengal, on va construire un bateau, un grand catamaran de 50 pieds, donc je vous le disais encore une fois forcément en jute et en lin peut-être d'ailleurs, puisqu'en France on travaille aussi sur la fibre de lin et on veut vraiment que ce soit une vitrine de ce qu'on peut faire en biocomposite. Mais ce ne sera pas sa seule particularité, il aura surtout comme grande particularité d'être un bateau low-tech. Alors c'est quoi un bateau low-tech ? Donc c'est un bateau qui intègre plein de petits systèmes low-tech. Et nous, on a envie de se donner un challenge, c'est de rendre ce bateau autonome grâce aux low technologies. Ce sera comme un vrai laboratoire d'expérimentation de ces systèmes. Et vraiment, derrière, notre objectif, pour prouver que c'est très utile et efficace, c'est de le rendre autonome. Alors, c'est un gros challenge, mais en fait, ça pose
plein de petits challenges derrière, parce que ça soulève des questions du genre est-ce qu'on peut produire de l'électricité avec un pédalier de vélo? Comment on fabrique un four solaire avec des matériaux recyclés? Est-ce qu'on peut se nourrir d'algues? Est-ce qu'on peut se nourrir d'insectes? Tout autant de questions qui peuvent parfois être assez amusantes, auxquelles il n'y a pas une bonne réponse, il y en a plusieurs. Et justement, on pense que pour y répondre, on vaut mieux pas s'y prendre tout seul et qu'on sera bien meilleur à plusieurs, le plus possible. Et on a envie de faire appel à toute une communauté, toutes sortes de contributeurs qui vont chacun apporter avec leur spécificité, enfin avec leur savoir spécifique, qui vont chacun apporter quelque chose et trouver des systèmes low-tech intéressants. Donc ça pourrait être des bricoleurs, comme en parlait Corentin. Ça pourrait être aussi des étudiants. On peut imaginer faire travailler des étudiants d'écoles d'ingénieurs, d'agronomie, de design, de commerce peut-être. Des scientifiques que ça pourrait intéresser. Des entreprises aussi. On est en train de se rendre compte qu'il y a des entreprises que ça intéresse de faire travailler des petits groupes de salariés, surtout celles qui ont des ateliers techniques ou des départements R&D, de faire travailler des groupes de salariés sur des petits challenges comme ça. Et puis qui voudra. Vraiment, le but, ça va être d'ouvrir ces recherches et ces questions, ces challenges techniques à la plus grande communauté possible. D'ailleurs, je précise que c'est aussi ouvert aux filles, parce que le petit schéma ne le montre pas. Voilà, et une dernière chose, c'est que oui, cet aspect collaboratif, cette croyance qu'on peut vraiment être plus efficace, plus créatif en travaillant à plusieurs et quand chacun apporte sa spécificité, c'est vraiment un enseignement du projet Gold of Bengal. En fait, on a très vite commencé à travailler comme ça, peut-être parce qu'on était une petite équipe et un peu isolé au Bangladesh. On a commencé à essayer de sous-traiter des choses, la compta, le graphisme, puis aussi à travailler avec des personnes qui nous proposaient un projet de design, vous l'avez vu, pour un tabouret, des surfs. Pour les plans du bateau, on allait voir un architecte naval et on s'est rendu compte vraiment qu'on avançait très vite et très bien comme ça, que c'était un véritable apport pour nos recherches. C'est pour ça qu'on a envie d'aller plus loin aujourd'hui avec ce projet et d'ouvrir encore plus la communauté de contributeurs. Donc comment on fait pour faire travailler ensemble autant de personnes et récolter leurs idées? Bien sûr, il y a un outil très pratique, c'est Internet. Donc ce qu'on veut faire, c'est lancer une plateforme de recherche collaborative en septembre de cette année avec une liste de 50 challenges techniques auxquels les gens seront invités à répondre. Donc comme vous le voyez, divisé dans les thèmes de l'eau, énergie, alimentation et matériaux, c'est tous ces thèmes sur lesquels le bateau devra être autonome. Et sur cette plateforme, on a envie d'inviter les gens à répondre en vidéo. Oui, parce que la vidéo, c'est donc des vidéos courtes, tutoriels, de 3 minutes, avec un format à peu près homogène. C'est vraiment le meilleur contenu si on veut que derrière, les low-tech puissent être comprises et répliquées. Et c'est notre objectif. Autre chose importante avec cette plateforme, c'est qu'on veut qu'elle soit un maximum intégrée au réseau existant. On ne va pas refaire ce qui existe déjà et ce qui marche très bien. On veut plutôt aller se positionner sur les endroits où les gens communiquent et vont chercher de l'information. Concrètement, on veut que quelqu'un qui travaille sur justement ce pédalier de vélo électrique puisse rejoindre le groupe Facebook des gens qui travaillent sur le même sujet, poster sa vidéo, qu'on puisse retrouver cette vidéo aussi sur YouTube et que les liens de ces recherches soient tous indexés dans un Pearl Trees qui redirige aussi vers tous les thèmes de recherche du projet. Donc ça, c'est très important si on veut pouvoir faire remonter justement toutes ces bonnes idées de low-tech sur Internet et pouvoir rayonner aussi et rallier progressivement un maximum de personnes. Et être trouvé par un maximum de personnes facilement. On va sélectionner les meilleures solutions pour les intégrer au bateau et inviter leurs inventeurs à venir les installer et venir les tester avec nous pendant la construction du bateau, mais aussi pendant l'expédition. Puisque donc avec cet objectif d'avoir un bateau autonome, on est bien obligé de l'emmener faire une petite balade en mer. Donc on a prévu de partir par là d'abord. Et voilà, donc ça ce serait début 2015. Donc ce bateau partirait avec une bande de bricoleurs-chercheurs qui vont tester et valider les lots technologiques qui auront été trouvés. L'objectif, c'est aussi que The Scale puisse s'arrêter et aller un peu à la recherche de ce qui se fait déjà en low-tech dans ces régions, pour faire remonter d'autres bonnes idées, d'aller pourquoi pas fabriquer des low-tech sur place directement avec les gens et en fonction des contraintes et des ressources qu'il y a là-bas.
et puis d'aller échanger aussi un maximum avec les gens que ça pourrait intéresser. Alors ce seront les ONG, les étudiants, les entrepreneurs sociaux et plein d'autres. J'en en ai convaincu. Quelque chose de très important aussi avec cette expédition, c'est qu'on veut qu'elle soit un maximum médiatisée. Et là, on rentre dans la partie du projet promotion, diffusion des low-tech. On compte faire autour de cette expédition une série documentaire et développer un maximum de partenariats médias, donc avec des journaux, des rubriques dans des journaux, des radios, et aussi donc une forte présence sur Internet, toujours dans cet objectif de faire remonter de l'information sur tout ce qui peut se faire en low-tech et rallier un maximum de personnes au projet et sur la plateforme. Voilà, notre objectif, c'est que grâce à l'expédition, on fasse remonter sur Internet un maximum de choses. Et c'est surtout que les gens puissent aussi échanger, s'entraider pour l'installation de low-tech. Et que vraiment, notre objectif, c'est que dès l'année prochaine, on ait concrètement, partout dans le monde, des gens qui bénéficient de notre projet parce qu'ils ont trouvé, via notre plateforme, via les vidéos qu'on aura permis de faire remonter, ils auront trouvé une low-tech qui leur convient et ils pourront l'installer. Que ce soit dans des pays en développement où ça peut être utile de développer un parc, des éoliennes pour un village avec des matériaux recyclés, ou en ville. On veut aussi que les Parisiens puissent savoir comment fabriquer très facilement une ruche pour sauver les abeilles à Paris, et ça fait aussi partie des low-tech. Voilà. Et on aura rempli notre objectif de recherche et diffusion des low-technologies. Donc retour un peu sur Terre pour en savoir un peu plus là où on en est dans le projet. Très rapidement, donc voilà, les grandes étapes, ça va être septembre, le lancement de la plateforme de recherche collaborative, en même temps que la construction du bateau, pour un départ en expédition en janvier. Et donc là, en amont, on est dans la phase de préparation du projet, où on met en place les principaux partenariats, donc comme je vous le disais, avec les écoles, avec les entreprises, avec les partenaires financiers, médiatiques, on est en plein dedans. L'équipe, là voilà. Donc on a Pierre-Alain qui est actuellement au Bangladesh, qui va travailler sur toute la coordination technique, les relations avec les bricoleurs. D'abord le choix des challenges techniques, les cahiers des charges, pour cadrer un peu ces recherches et avoir vraiment des solutions pertinentes et qui soient utiles à un maximum de personnes. Il y a donc moi qui m'occupe de toute la partie communication et développement de communauté, et puis Corentin qui coordonne le tout. Et on a 2 parrains de choix déjà pour le projet, donc Marc Van Petegem qui est un célèbre architecte naval qui va nous aider à dessiner ce bateau, et Roland Jourdain qui est connu pour être skipper, mais qui est aussi celui qui s'occupe de la recherche sur les fibres de lin pour la construction navale en France, et avec qui on va faire ce bateau. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Ouais, c'est surtout vous qui aurez le mot de la fin si vous voulez poser des questions. En tout cas, là déjà pour suivre, parce que là c'est juste la mise en place pour l'instant de tout ce qui est plateforme et tout. On a un site internet et un compte Facebook sur lequel vous pouvez suivre au fur et à mesure la création du projet. Je ne sais pas si vous avez des questions sur n'importe lesquels des thèmes dans le Paul. On a listé une 50aine de challenges donc dans les thèmes eau, énergie, alimentation et matériaux de construction. Et donc sous forme de questions, par exemple, qui saura inventer un pédalier de vélo pour faire de l'électricité, qui saura faire un élevage petite échelle de spiruline, un élevage d'insectes comestibles, qui saura faire une presse pour recycler des bouteilles d'eau et en faire des nouveaux objets. Donc c'est des questions comme ça qu'on met sur notre plateforme et auxquelles les gens peuvent librement répondre en postant des vidéos de 3 minutes. Alors pour peut-être juste plus précisément, je pense que ça va se faire en plusieurs étapes. Nous, l'important là, c'est d'avancer, de commencer à développer la communauté. Et comme je disais, on va s'appuyer sur ce qui existe déjà. Donc je pense qu'on va tout simplement commencer avec des groupes Facebook qui travaillent sur ces challenges, où les gens vont pouvoir commencer à communiquer, poster des photos, des vidéos de leurs trouvailles. Et puis progressivement, on va voir aussi en fonction des partenaires qu'on trouve pour développer peut-être aussi une plateforme qui référence tout ça et qui soit la nôtre. Mais de toute façon, l'objectif, c'est de s'ouvrir et d'être présent sur Internet. Donc on va commencer par Facebook, une chaîne YouTube et un Pearl Trees derrière. Micro. Ok. Est-ce que tous les challenges vont être expérimentés sur le bateau ?
sur toute la première phase, en fait, l'expédition, ça sert un peu pour comme amorcer la pompe. C'est-à-dire que tous les challenges qui seront mis sur la plateforme au début, ce sera que des challenges qu'on va tester ensuite sur le bateau. Mais au fur et à mesure, on va s'ouvrir à d'autres challenges qui pourront peut-être pas être testés sur le bateau parce que ce ne sera pas les bonnes conditions, mais qui pourront être développés testés par d'autres gens. L'idée, c'est quand même qu'elles soient testées, à chaque fois qu'elles soient inventées par quelqu'un, testées par quelqu'un d'autre pour les valider, pour mettre un espèce de label, oui on a testé, oui ça marche et oui on le diffuse. Eh ben, on compte le construire en France et la construction elle devrait commencer en septembre prochain. Et en France pour deux raisons, parce que donc on s'associe avec Roland Jourdain pour le faire en lin et en jute. Eux l'année dernière quand on mettait à l'eau notre bateau en jute, ils mettaient à l'eau un bateau en lin. Donc on est les deux spécialistes des bateaux en fibre naturelle. Et donc eux ils sont à Concarneau, donc voilà on a un lien en France. Et deuxième raison c'est que à partir du moment où le bateau il va être fabriqué, mais vide à l'intérieur, on va commencer à inviter des bricoleurs pour installer des low-tech avant qu'ils partent. Et du coup, c'est plus pratique que notre base elle soit en France pour ça. C'est un bateau de 50 pieds, donc il existe déjà dans certains chantiers des moules de 50 pieds, donc on se sert d'un moule existant. Ça veut dire c'est pas nous qui dessinons la forme de la coque. Mais par contre, tout ce qui est à l'intérieur, c'est nous qui dessinons parce qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux qui sont déjà prédessinés avec un poulailler, une serre et... Au moins un. Pour l'instant, comme on... vas-y. Oui, pour la communauté, là on est en train de mettre en place le réseau internet. Et on a déjà des gens qui commencent à travailler sur des low-tech. Donc là, il nous suffit d'ouvrir un peu les plateformes et de voir comment on demande aussi à ces gens d'homogénéiser un peu. Si c'est une vidéo, justement, on va donner un peu des lignes directrices parce qu'il faut que ce soit 3 minutes. Il faut d'abord présenter les outils, faire un accéléré de la solution. Voilà. Donc c'est tout ça qu'on est en train de mettre en place. Ça va être assez rapide et je pense que ce départ de communauté sur Facebook, ça va commencer là dans 3 semaines, un mois, quoi. Voilà. Et pour l'instant, il y a par exemple... une classe de techno dans un bled perdu en Normandie. Comment ça s'appelle ? Ah non, faut pas le dire. Je sais plus comment. C'est un bled sur elle. Et eux, il y a même plusieurs classes de techno qui travaillent sur la fabrication d'un pédalier de vélo qui fait de l'électricité. Ils ont bientôt fini, ils vont direct enchaîner sur un pédalier de vélo qui fait perceuse et meuleuse, je crois. Et puis il y a une école de design qui s'appelle The Sustainable Design School qui a lancé un atelier où il travaille sur une dizaine de projets différents, de challenges différents. Il y a eu une entreprise aussi en Bretagne qui se lance sur 3 challenges. Donc là, c'est un peu nos projets pilotes où on voit comment ça se passe, comment ça nous aide à imaginer comment ça va être en version. Combien de temps ça prend, comment animer un peu ces ateliers et ça va bientôt être prêt pour être mis en ligne. Pour la construction du bateau, c'est 300 000 €. Et ça, on fait un partenariat avec un industriel français pour le construire. Comme c'est pas encore, il n'y a rien d'officiel, on n'en parle pas, mais on essaye de faire ça en tout cas. En fait, on peut repartir du Bangladesh. Au Bangladesh, ils n'ont plus beaucoup de bois pour construire leur bateau, donc ils commencent à importer de la fibre de verre. En fait, pour faire un bateau en fibre de verre, c'est ce qu'on fait en France depuis peut-être 40 ans, pour la plupart des bateaux de plaisance par exemple. Tu prends un moule de bateau, dedans tu étales de la fibre du tissu de fibre de verre, tu badigeonnes de résine, et quand la résine durcit, tu peux démouler le bateau. Et en fait, l'inconvénient avec ça, c'est que d'une part, la fibre de verre, ça prend énormément d'énergie à produire. C'est du verre, donc c'est des bains de fusion à 1300 degrés d'où tu tires des fibres. Et en plus, ça vient la plupart du temps de Chine. Et en fin de vie du matériau, du bateau par exemple, on ne sait pas quoi faire du mélange fibre de verre-résine. C'est très difficile à dégrader. Et dans tous les pays en voie de développement, notamment, on ne sait pas ce que ça va devenir. Et l'avantage de remplacer la fibre de verre par une fibre végétale, que ce soit lin, jute ou une autre,
c'est que d'une part, à la production, ça prend beaucoup moins d'énergie à produire puisque ça pousse dans les champs, et au contraire, ça emmagasine du CO2 quand ça pousse. Et en fin de vie du bateau, il y a toujours la résine qui, elle, est la plupart du temps issue du pétrole, parce qu'on n'a pas encore de résine parfaite. Mais au moins, ça fait un combustible qu'on peut valoriser dans un incinérateur où on récupère l'énergie ou quelque chose comme ça. Au moins, on peut le dégrader. On va essayer. Non, là déjà ça fait un gros bateau, celui qu'on va faire 15 mètres. Et les bateaux en composite en général, il y en a quand même des assez gros, des gros yachts et tout ça. Mais bon, dès qu'on passe aux tailles supérieures, aux cargos, aux trucs de transport, c'est plutôt du métal qui est utilisé. Mais dans le monde de la fibre de verre, la construction navale, c'est peut-être 5% des applications. En fait, c'est hyper utilisé dans l'automobile, dans le bâtiment, dans les sports et loisirs, dans le mobilier, dans pas mal de trucs comme ça. Et donc là, sur le jute au Bangladesh, on est en train de former un industriel du jute à produire ce tissu-là. Et puis, il va le vendre, là, dans les mois qui viennent, à des chantiers navals, à des fabricants d'automobiles, de mobilier, de plein de trucs comme ça. Ouais, en fait, il y a 3 semaines, on a présenté le matériau au salon du composite qui se tient à Paris tous les ans, le GEC. C'est le plus gros salon international. Et on a présenté notre tissu de jute. Il y a 2 personnes du ministère du jute du Bangladesh qui sont même venues pour nous aider. Et on a vu qu'il y avait vraiment un bon potentiel parce qu'il y a de plus en plus de boîtes qui recherchent le côté écolo de ça, qui commencent à être contraintes justement sur la fin de vie de ce qu'ils produisent. Et puis d'un point de vue économique, c'est intéressant aussi puisque la fibre de jute, c'est très peu connu, mais en fait c'est la 2e fibre végétale la plus cultivée du monde après le coton. Il y a 3 millions de tonnes de jute qui sont produites chaque année et c'est une industrie qui est en pleine décroissance, donc il y a un énorme volume disponible et du coup ça coûte très peu cher. Alors, pour l'instant, c'est clair que si la main-d'œuvre augmente, ça augmente un peu le prix du tissu, mais déjà la plante, elle pousse très vite, elle pousse en 3 mois et dans le delta du Gange, et donc ça fait des assez grosses quantités qui sont prises sur des terrains inondables, donc là où on ne pourrait pas faire pousser autre chose. Donc ça ne changera pas énormément de choses. Et ensuite, toutes les usines de jute qui sont en train de fonctionner là, aujourd'hui, elles fonctionnent. Il y en a beaucoup qui fonctionnent à perte, parce que le marché a dégringolé. Et du coup, elles sont sous perfusion, de l'État, quoi. Et pour eux, ça va faire un produit à forte valeur ajoutée, le jute. Donc ça va pouvoir, même si le prix de la main-d'œuvre augmente, ça va pas tant que ça impacter finalement ça reste compétitif. Ouais. Ça va être aussi un des objectifs en faisant ce gros bateau de comparer avec un bateau de série, parce que pour l'instant les bateaux qu'on a fait en jute, il n'y a pas de bateau comparable. Donc on sait que, alors suivant les applications, si c'est des applications non structurelles comme du mobilier, ça coûtera moins cher d'utiliser de la fibre de jute. Par contre, plus on va dans le structurel, plus ça coûte cher parce que c'est moins, en gros, c'est moins résistant sur certains paramètres que la fibre de verre. Et du coup, on ne pourra jamais mettre de la fibre de jute dans l'aéronautique ou les bateaux mais de course ou voilà, tout ce qui est structurel. Et plus on descend dans les besoins structurels du matériau, plus c'est intéressant d'un point de vue financier. On pourra être 5 sur le bateau, 3 permanents. Parce que tu es intéressé 3 permanents et 2 bricoleurs qui tourneront pour installer des low-tech. Non, mais ils tourneront. On va faire plein d'étapes, ouais. Plein d'étapes.
Oui, bah là, c'est le trajet qu'on vous montrait, Concarneau-Sydney en gros. Et il y a un grand convoyage à faire jusqu'à Madagascar, où on peut pas trop vraiment s'arrêter. Enfin, on aimerait bien, mais normalement, ça se fait pas. Et ensuite, directement le Sri Lanka. Et à partir de là, c'est vrai que, enfin, même avant, entre Madagascar et le Sri Lanka, il y a déjà des îles désertes, les Chagos et tout ça, dans lesquelles on peut s'arrêter. Et après, c'est les îles désertes de Birmanie, les Mergui, les îles Andaman aussi avant en Inde, Indonésie, Malaisie, Bornéo, Sulawesi. Et pas que des îles désertes. Non, pas que des îles désertes, il y a aussi des continents. Et d'ailleurs, ça va être très intéressant au passage en Inde. Enfin, on sait que c'est un pays qui est très avancé dans la low-technologie. Enfin, il y a vraiment des choses intéressantes qui se font. Ils ont un peu des pôles de compétitivité low-tech et ça va être très intéressant d'aller là-bas aussi regarder tout ça. Voilà. Alors, donc, ouais, l'idée c'est qu'il y ait une série documentaire faite sur l'expédition. Donc ça, on travaille avec une boîte de production qui doit normalement le vendre à une chaîne. Et il y aura et on voudrait pouvoir faire de la retransmission de contenu à des journalistes pour, par exemple, des rubriques dans des journaux, le plus grand public possible, mais peut-être quand même orienté sur notre sujet. Des rubriques radio, peut-être qu'on peut faire des enregistrements, pareil, et les retransmettre aux escales. Ça va être intéressant. Et puis bien sûr beaucoup de retransmissions sur internet, que ce soit vraiment quelque chose d'interactif, qu'on puisse suivre l'expédition un peu en temps réel grâce à internet, sur une carte. C'est ça qu'on imagine. Ça vaut qu'on voit si dans le budget de l'expédition et du documentaire, il y a la présence d'un caméraman, ou est-ce qu'on requiert absolument un caméraman professionnel qui fait les choses. Sinon, on le fera par nous-mêmes. Vous avez vu, on a l'habitude, on prend des... Ouais, il y a forcément une partie qui est filmée par nous-mêmes dans l'équipage de 3 là. Et une partie qui est faite une fois quand on fait des escales, des journalistes qui peuvent venir. Et l'idée, c'est aussi qu'on communique dans les escales avec les journalistes locaux. Organiser des événements, des conférences. On travaille avec, par exemple, Make Sense. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais eux, ils développent des communautés de gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat social un peu partout dans le monde. Et donc, ils ont des relais comme ça, et on est en train de développer un partenariat avec eux pour voir si à chaque escale, on ne peut pas être accueilli par ces gens-là qui auront au préalable organisé un petit événement, communiqué, et on pourra faire des conférences. Des espèces de petits shows, des ateliers, des workshops sur les low-tech, ce genre de choses. Des sous, forcément. On en a besoin. Ensuite, nous, comme on le disait, on aime bien monter des partenariats qui ont du sens ou qui sont vraiment gagnant-gagnant. Donc, on cherche à travailler avec des entreprises. Donc comme ça, un échange de sponsoring, en échange de l'animation au niveau des salariés pour concevoir une low-tech, des partenariats médiatiques, ce dont je parlais, les radios, les journaux qui vont nous suivre, et puis plein de contributeurs, plein de bricoleurs, mais ça on va s'en charger, on va aller les recruter. Si on a la communication avec nous, ça ira, la bonne communication. Est-ce qu'on peut être... Est-ce que tu peux réparer un trou de ton bateau avec de la fibre de jute? Bah ouais, théoriquement. Après, je pense que nous on mise pas là-dessus comme premier débouché parce que ce serait que des petits trucs. Mais ouais, que c'est tout composite. Comme tu peux réparer avec de la fibre de carbone un bateau en verre, ouais. Tu peux utiliser de la fibre de jute pour le réparer. Après, je vais pas dire de bêtises, mais c'est juste dans le procédé. Nous, par exemple, c'est un tissu technique épais pour application structurelle on doit l'utiliser avec une méthode d'infusion. Donc vraiment, moulage, on peut pas le strater, quoi. Alors des fois, les réparations, c'est plutôt de la strate. Là, c'est pas adapté. Éventuellement de la toile, mais il faut faire en sorte d'avoir un aspect de surface complètement étanche, donc avec un gel coat et tout ça. Hop, tu peux y aller.
Ouais, si, on travaille dessus pour le prochain bateau. Il y a plusieurs résines qui sont candidates pour ça, mais il n'y a pas de résine non plus parfaite. Il y a des résines qui sont à un certain pourcentage biosourcées. Par exemple, il y a une résine polyester qui est à 30% issue de l'agriculture. Il y a des résines époxy qui vont jusqu'à 80%, je crois. Donc celles-là, elles sont pas trop mal. Et sinon, il y a des résines qui sont thermoplastiques, c'est-à-dire qui ne sont pas agro-sourcées, mais qui en fin de vie peuvent être concassées en petits morceaux et réinjectées dans des nouvelles pièces, recyclables quoi. Et donc là, on a des ingénieurs qui sont en train de faire des recherches sur ces trucs-là, pour voir laquelle on sélectionne. Là, c'est un partenariat avec l'ICAM, c'est une école d'ingénieurs à Toulouse, enfin celle-là c'est celle de Toulouse, puisqu'il y en a plusieurs. Et chez Roland Jourdain, son équipe, là, ils font pas mal de tests en partenariat avec l'Ifremer de Brest. Donc c'est ça, c'est Ifremer, le Kairos à Concarneau et l'ICAM à Toulouse. C'est vraiment ça quand on dit qu'on veut travailler de façon collaborative, développer des partenariats avec des écoles. On se rend compte que les écoles sont vraiment preneuses pour faire travailler leurs élèves sur un sujet d'études comme ça toute l'année, même quitte à ce que ça rentre dans le programme, dans la notation. La Sustainable Design School, c'est ce qu'ils font, ça rentre vraiment dans le programme. Ils ont un cours sur les low-tech et ils vont inventer des low-technologies. Donc c'est déjà ça. Je sais pas si vous avez fait le tour des questions. Bah alors, le but c'est que une fois, enfin, si on atteint nos objectifs, c'est à faire de la communication sur les low-tech. Nous, on aura une plateforme ce sera un outil qui permettra de faire de la recherche là-dessus et de les diffuser. L'idée c'est qu'on continue à faire vivre cet outil-là, cette plateforme de recherche sur les low-tech. Et même le bateau, il est là pour amorcer tout ça. Mais après, cette plateforme, elle est censée vivre très longtemps. On peut étendre à d'autres challenges low-tech en dehors de la problématique du bateau. Et puis le bateau, il peut continuer, on peut l'emmener voilà, en Californie, dans la Silicon Valley, montrer des low-tech, ce serait marrant. Et ben, sur 2 ans en gros, si on veut aller jusqu'en Californie, il faut ça fait Concarneau, Californie, 2 ans. Mais le trajet, ça c'était un premier trajet qui devrait durer 1 an. Et si ça marche bien, on le relance sur un deuxième trajet qui va jusqu'aux États-Unis. Et si jamais ça marche bien, on fera un 3e trajet. Mais bon, pour l'instant, voilà, on focalise sur un premier trajet. Mais ouais, l'idée c'est que ça devienne une assez grande expédition maritime, un peu comme Tara ou la Boudeuse ou ces expéditions-là. Si on a fait le tour, on peut boire un verre si ça vous dit et discuter. Merci en tout cas d'autres questions. Merci beaucoup d'être venu et puis n'hésitez pas à venir vers nous s'il y a des questions précises. Merci.